Parfait. Bonjour. Bonjour à tous et à toutes d'abord, bien entendu, et à tous. Je suis avec Maud Lelièvre, qui est notre expert et qui a une magnifique carrière à travers l'UICN, c'est-à-dire ce qu'on peut appeler l'action vivante pour la protection de la biodiversité. Alors, notre propos aujourd'hui va se cantonner essentiellement à essayer de voir à travers ce qui s'est passé à Montréal le mois de décembre dernier, c'est-à-dire la COP 15, voir quels sont les espoirs et quels sont les résultats. Parce qu'on est allé dans un sens, on a dit c'était merveilleux, ils ont retrouvé un accord, mais il y en a d'autres qui disent ah mais il n'y a pas d'effet particulier, donc par conséquent ça ne sert à rien. Moi je crois que, et vous êtes l'experte en la matière, puisque c'est vous qui travaillez énormément sur ce sujet. Au passage, d'ailleurs, j'ai beaucoup travaillé avec le professeur de Malafosse il y a très longtemps, avec Jérôme Fromageau. Comment dirais-je, leur action a toujours été focalisée sur les travaux de l'UICN. Hein, et à mon avis, si on ne vous avait pas, qu'est-ce qu'on ferait, quoi? Pouvez-vous nous expliquer un petit peu ce que vous faites et comment vous voyez les choses? Puis après ça, on embrayera et on essaiera de développer un petit peu l'analyse de cette fameuse COP 15. Écoutez, merci et merci, cher maître, de nous accueillir aujourd'hui. Donc moi, je représente l'UICN, l'Union internationale de conservation de la nature, qui est une grande ONG qui a été créée, fédération d'ONG qui a été créée en 1948. On va fêter les 75 ans cette année, créée en France, puis dont le siège a été déplacé en Suisse, qui regroupe 1400 ONG au plan mondial, agences d'État, laboratoires de recherche, grandes universités d'une part, et d'autre part les États. C'est un statut très hybride et ça lui procure l'avantage de ne pas être simplement une conférence des parties, de réunir simplement les États, mais de pouvoir travailler avec ces experts et de pouvoir éditer tous les 4 ans des résolutions internationales qui ensuite s'imposent aux États qui auront bien voulu les soutenir. Donc ça nous donne une vraie possibilité de déployer des plans d'action à la fois basés sur la science, mais également sur le droit, puisque le droit est un levier important de l'action. Et effectivement, les COP sont des moments importants, d'une part pour mettre en lumière les questions de la biodiversité. Trop souvent, peut-être les gens pensent qu'en ayant réglé la question du climat, ce qui est loin d'être fait, on aura réglé les questions de crise environnementale. Les sujets sont liés, on a besoin de conférences spécifiques, de conférences des parties spécifiques. L'UICN participe à ces COP et on a été assez heureux, mais on va reparler des conclusions de cette conférence dont on ne pensait pas avant le Covid et après pendant le Covid, qui a été déplacée, scindée en multiples exercices à distance, en Suisse, à Nairobi, en Zoom, qu'on arriverait à en faire quelque chose de productif et c'est ce qu'on va vous présenter aujourd'hui. Oui, alors, je crois que vous pouvez le dire, vous êtes quand même la colonne vertébrale du système international. Hein. Si vous n'y étiez pas, si j'ose dire, il n'y aurait pas ce développement en puissance. Hein. Sur la biodiversité, il faut des indicateurs et il faut des indicateurs de la science. Ah, oui. Alors, je crois que vous venez de dire quelque chose d'assez important. On a beaucoup focalisé sur la Convention climat et puis tout d'un coup, on s'est aperçu qu'il y a quelque chose qui nous est explosé à la figure. C'est cette extinction de la biodiversité. Regardez encore dans le journal Le Monde, c'est le jour dernier, on nous parle de la disparition des insectes, environ 80%, mais avec des conséquences absolument incalculables. Et je n'ai jamais imaginé qu'on puisse aller aussi vite dans la question de l'urgence. Alors, évidemment, le droit international, on va en parler dans quelques minutes, ce n'est pas un droit qui est toujours effectif, mais c'est quand même une occasion de mobilisation extraordinaire. Alors, si vous voulez bien, je ferai quelques observations pour que les auditeurs comprennent bien ce que c'est cette conférence sur la biodiversité et ces COP, ces conférences des parties. Alors là, on peut faire une rapide, comment dirais-je, comparaison sous votre contrôle. Hein, dans la Convention climat de 92, la CDB est de la même époque d'ailleurs, hein, mais il y avait dans la Convention climat, il y a 195 États. Alors moi, on m'avait dit
que dans la CDB, il n'y en a que 184. Il paraît que les États-Unis ne sont pas partis d'ailleurs. Ils sont revenus comme observateurs. Il y a la période du précédent président était moins fastueuse pour les accords internationaux. Alors, ça n'empêche pas que, comment dirais-je, il y a une activité considérable. Vous avez parlé de rattrapage, hein, les COP à la Convention climat, c'est pratiquement tous les ans, à peu de choses près. Vous, c'est tous les 2 ans, et il n'y en avait pas eu depuis 4 ans. Ben, reporté pour cause de Covid. Voilà, c'est ça. Et donc, ça va avoir lieu en Chine, etc. Alors, quand j'ai analysé la Convention de 92, qui est abondante, effectivement, on voit qu'il y a effectivement dans la Convention climat, il y a un principe de solidarité, de responsabilité commune mais différenciée. Mais dans la CDB, Convention sur la biodiversité, comment dirais-je, ce qui est en exergue, c'est le principe de souveraineté quand même. Hein. Donc, si j'ose dire, ça fédère moins les points de vue des États. Hein, je crois que c'est quand même un sujet. Et alors aussi, ce qui m'a frappé quand on compare les deux, c'est la puissance de ce qu'on appelle comment dire, les experts du climat, c'est-à-dire le GIEC, qui a un double rôle, un rôle d'analyse, un rôle de conseil, tandis que l'IPBES, cette plateforme interétatique sur la politique et sur comment dirais-je, sur la biodiversité, les services rendus par la biodiversité, pour couvrir un peu ce que veut dire cet anagramme, là, il a un rôle de conseil. Il a moins un rôle actif que je ne sais pas comment vous le sentez, ça. En fait, la vraie difficulté, et je pense que les experts du climat ne seraient pas totalement d'accord avec moi, mais finalement, sur les questions climatiques, on a un indicateur qui est peut-être imparfait, mais on a un indicateur qui permet d'évaluer ce que produit un pays avec un autre. Sur la disparition de la biodiversité, on est en négatif et on compare des choses qui sont difficilement comparables. Le nombre d'aires protégées, d'hectares d'aires protégées avec la disparition d'une espèce et une autre, on a des espèces qui sont simplement sur 3-5% d'une partie de la Terre, c'est compliqué. Donc, on a besoin d'un organisme de conseil et on a besoin d'outils qui permettent ce système de comparaison parce que si on n'a pas d'indicateur, on ne peut pas savoir où on va et donc on ne peut pas mettre en place des plans d'action pour faire des progrès. Donc l'UICN en produit un certain nombre, par exemple les listes rouges qu'on connaît plus ou moins parce qu'elles sont parfois dans la presse, c'est un baromètre qui établit non pas le nombre d'espèces qui existent, oui, mais l'état de santé, l'état de risque de disparition des espèces. Et quand on a des espèces qui sont classées en rouge sur cette liste rouge, c'est que la situation va plutôt mal. Et ça va vite. Et ça va très vite. On a un nombre accéléré. On est aujourd'hui dans ce qu'on appelle la 6e extinction des espèces, avec une différence avec les phases précédentes de l'humanité, c'est que c'est la première fois liée à une activité humaine. Alors, effectivement, dans cette perspective, qui est celle de la Convention sur la biodiversité, on est en train, heureusement d'ailleurs, de focaliser sur ce que j'appelle dans le droit de l'environnement, c'est-à-dire la prévention. C'est-à-dire, et d'autre part, ce que j'appelle le droit des protections. Parce que quand on regarde, on en parlera tout à l'heure, le code de l'environnement français, ce qui se passe aussi en Europe, quand on voit ce qui s'est passé dans les 20 dernières années, à peu de choses près, on a toujours mis en avant le confort, la qualité de la vie, la lutte contre la pollution atmosphérique, tout ce qu'on voudra, etc. et tout ça. Mais notre capital, hein, je me souviens toujours de ce que disait le doyen Vedel et dans une préface au Juris Classeur environnement, vous disiez le droit de l'environnement, c'est le droit du patrimoine commun de l'humanité. Et donc, on est en train de s'apercevoir qu'on a changé d'échelle et changé de perspective, grâce d'ailleurs aux travaux de la COP, on va en parler, mais on est passé d'une sorte de protection de la qualité, de la lutte contre la pollution, vers la protection de la vie. C'est ça le sujet, je crois. Autant pour le climat et autant pour la biodiversité. Est-ce que vous pouvez développer un peu rapidement cette connexion que tout le monde reconnaît sur climat et biodiversité? Parce que ça permettra d'avoir une synergie plus forte. Et vous avez raison. Alors, d'abord, les sujets n'étaient pas forcément des sujets conjoints, traités de façon conjointe, parce qu'on disait il y a la crise climatique, elle avait été mise en exergue de façon antérieure par le GIEC, elle semblait plus claire, plus compréhensible, et on était dans l'idée qu'on ne survivrait pas au côté exponentiel de l'augmentation de la température terrestre. Voilà. Simplement, je pense que d'une part, les gens n'avaient pas
connaissance, parce que les indicateurs de biodiversité sont complexes et multiples, avait conscience de la crise de la biodiversité et surtout que les deux crises étaient liées. Je vais donner un exemple. Quand on a un réchauffement important, on a plus de feux de forêt. Quand on a plus de feux de forêt, on a évidemment dans ces forêts la biodiversité qui disparaît et les forêts qui disparaissent. Elles sont donc moins captatrices de carbone. Oui. Donc on a un cycle qui s'enraye, on peut l'imaginer. C'est le piège infernal. C'est le cycle infernal, effectivement. Ouais. La biodiversité, on n'avait pas non plus conscience de la façon dont elle pouvait être impactée par le réchauffement climatique. Aujourd'hui, la troisième cause de disparition de la biodiversité, c'est le réchauffement climatique. Et dans moins de 10 ans, ce sera la première. Ça veut dire que si on n'enraye pas la crise climatique, on aura une accélération de la perte de la biodiversité, une partie des zones humides, des espèces, et les conséquences s'enchaînent. La question est de savoir est-ce que c'est important pour l'homme. On peut très bien peut-être vivre sans éléphants, sans tigres blancs, mais en fait, les conséquences, elles sont directes. C'est la perte de la capacité agricole, donc alimentaire. Alimentaire. Ouais. On ne pourra pas tout substituer par la paix technique. Les pollinisateurs qu'on remplace par le travail à la main, c'est forcément cher et pas forcément substituable. On va perdre des capacités de recherche en matière médicale. Et puis les famines sur lesquelles je reviens, c'est quand même demain des déplacements majeurs de population qui ne seront plus dans certaines parties du globe. Donc on est sur un changement, alimentation, survie et capacité aussi d'entretenir des espaces naturels. Si les populations ne sont plus là, il n'y a plus d'entretien. C'est le débat qu'on a eu en France il y a quelques années sur le Mercantour ou sur d'autres espaces. Donc les crises sont liées, on en a eu peu connaissance et je pense que le rapport commun du GIEC et de l'IPBES que vous évoquiez il y a 2 ans, fait par les 50 meilleurs experts au monde disant on a des causes communes et des solutions communes qu'il faut aborder, a été important. Alors effectivement, enfin, si je comprends bien ce que vous venez de dire, c'est qu'en fait c'est la biodiversité qui peut sauver le climat aussi. Je pense que c'est quand même. Ça peut être des captations carbone, oui. Ben, bien sûr, effectivement. Alors, j'ai une question à vous poser, parce qu'on est toujours dans la structure du droit international, on va descendre sur les travaux de Montréal, mais quand je regarde le droit des protections de la biodiversité au sens large, je vois qu'il y a une convention spécifique avec ses avantages, ses inconvénients, avec un rôle des scientifiques qui est un peu différent, mais je vois aussi que sur la protection de la biodiversité, il y a d'autres conventions, la convention sur la désertification. La 3e COP que vous évoquiez tout à l'heure. Voilà, il y a une autre COP qui s'appelle COP 15 d'ailleurs, qui s'est tenue à Abidjan il n'y a pas longtemps, si j'ai bonne mémoire. Il y a eu une réunion. Puis alors, il y a aussi beaucoup d'efforts sur la protection de la biodiversité qui doivent être faits sur la Convention sur le droit de la mer aussi, qui est en cours de révision. Là, est-ce qu'il n'y a pas un risque de dispersion? Enfin, c'est ça que je voulais vous dire. Alors, moi, effectivement, on pourrait se dire, est-ce qu'il faut une COP unique ou est-ce qu'il faut plusieurs lieux? Voilà. D'ailleurs, l'UICN s'est posé la question, et je vais citer une autre convention que vous n'avez pas évoquée, qui est la convention CITES, qui traite de la vente et du transport des espèces animales et végétales. Celle-ci s'est déroulée, c'était l'année des COP, elle s'est déroulée au Panama en novembre dernier. En fait, si on avait une COP géante, on aurait une espèce de table de poker où on négocierait les crédits carbone contre la préservation du tigre. Et donc, par exemple, quand l'UICN a porté dans les années 60 l'idée que, dans les années 60, ils se sont dit, on ne va pas arriver à convaincre les gens qu'il faut arrêter d'abattre les éléphants, on doit y avoir des troupeaux de chasse. Donc, il faut restreindre l'achat, la vente et le transport. Si on restreint ça, il y aura moins de public parce que les gens seront contraints. Et en fait, la convention CITES aujourd'hui, elle fonctionne. C'est comme ça qu'on a des éléphants ailleurs que dans les livres d'images. Voilà. Mais si on a une table géante de négociation, on voit bien déjà le chantage que peuvent faire certains pays on met en place des mesures de protection sur les peuples autochtones, ou on adopte tel principe, si vous nous donnez ça en échange. Si on avait une négociation, je ne suis pas sûre que la biodiversité en sortirait gagnante, quoi. Oui, effectivement, comment dirais-je. Alors maintenant, la question qui se pose, c'est de savoir, dans les travaux de Montréal, qui n'ont pas eu le même retentissement d'ailleurs que les COP climat, hein, puis il n'y a pratiquement pas le chef d'État là-bas, sauf comment dirais-je, celui de M. Trudeau qui représentait le Canada, c'était la moindre des choses. Mais il n'en reste pas moins qu'un certain nombre d'objectifs, 4 grands objectifs, et d'autre part, ce qu'on appelle des cibles, ont quand même été très spécifiés dans la Convention. Je voudrais qu'on parle un petit peu de ça.
Vous savez, ma préoccupation dans le droit international, c'est d'essayer de trouver des dispositions qui sont d'effet direct. Vous savez pourquoi? Vous avez raison, oui. Vous savez pourquoi? Parce que c'est comme ça qu'on a fonctionné dans l'affaire de Grande-Sainte avec Corinne Lepage, en arrivant à dégager des éléments d'effet direct des accords de Paris, le fameux degré 1,5 degré, qui est repris par l'Union européenne et qui est considéré par le Conseil d'État comme du droit positif. C'est ce qu'on appelle maintenant l'obligation climatique. Et moi, ce que je recherche, on peut essayer de trouver ensemble quelque chose de positif, parce qu'on est là pour rendre service, si j'ose dire, et je vais essayer de trouver effectivement des éléments, c'est l'éclairage que je voudrais donner à notre entretien, parce que vous êtes une meilleure spécialiste, vous connaissez les choses beaucoup mieux que moi dans le détail. Moi, je suis un peu un procédurier, j'essaie d'avoir une vision de l'avenir sur ce genre de choses-là. Une des questions que je me pose, c'est que ce texte, c'est une déclaration finalement. Est-ce que c'est repris par l'Europe en tant que tel, puisque l'accord de Paris il a été ratifié à l'ONU? Est-ce que là, il n'y a pas le même degré juridique? C'est des dispositions internationales et comme pour le climat, pour que ça fonctionne, il faut que ça puisse descendre au niveau national, à la fois en droit, mais aussi en principe d'action positive. C'est-à-dire Oui, que ça ne suffit c'est plus. des plans d'action. C'est des plans d'action. Il faut des plans d'action parce qu'on est justement sur ce qu'on disait tout à l'heure, des domaines. On n'est pas là pour mettre une réglementation unique sur toutes les entreprises. Les entreprises n'ont pas les mêmes atteintes à la biodiversité en fonction de leur champ de travail. Est-ce que c'est une atteinte en matière d'emprise sur un territoire? Est-ce que c'est l'utilisation de ressources naturelles, ce qui peut être le cas aujourd'hui de la pêche industrielle ou de l'exploitation des forêts? C'est notamment un des sujets du One Planet Summit qui va avoir lieu au Gabon dans une semaine. Ouais. La France va négocier avec le Gabon pour que les bois qui soient importés en Europe soient des bois gérés de façon durable dans le respect des populations locales et avec des conditions d'exploitation durables. Donc on a effectivement le droit et des plans d'action. Si aujourd'hui en France on a atteint nos 30% d'aires protégées, ce qui fait partie des cibles mondiales, mais en France on est en avance, ouais. C'est parce qu'on a mis en place de longue date à travers l'histoire française, le Conservatoire du littoral, les parcs naturels, oui, les parcs nationaux, les collectivités locales, des dispositions particulières qui protègent le littoral, les montagnes, les zones humides, de la certification, de la labellisation. Si on n'avait pas ça, aujourd'hui, on ne serait pas plus en avance que les autres. Autrement dit, on se sert de l'expérience et on essaie d'être opérationnel. Je crois que c'est ça. Alors moi, ce que je trouve extraordinaire, quand même, dans le contenu de l'accord, c'est qu'il y a des objectifs temporels. Oui, bah oui, oui. Sur je vois là ici, comment dirais-je, il y a 4 grands objectifs à long terme. Moi, je vais les citer, mais pas dans l'ordre, parce que le dernier m'intéresse. Utiliser, gérer durablement la biodiversité, ça c'est un conseil. Hein. Mais enfin, est-ce que ça va plus loin? Utiliser et gérer durablement la biodiversité, c'est quand même un objectif, c'est-à-dire… C'est l'objectif qu'on appelle 30% d'aires protégées à l'horizon 2030. On va en parler justement. Partager établissement les bénéfices liés à l'utilisation des ressources génétiques. Alors, effectivement, il y a une partie commerciale dans dans la CDB, dans la COP. Moi, je pense aussi, par exemple, à la question des OGM, etc., la Convention de Carthagène, etc. Il y a toute une histoire derrière sur le partage des ressources. Il y a toute l'histoire de la brevetabilité du vivant. On va pas en parler tout de suite, mais c'est une vraie question. Alors, effectivement, bon, ben, ça, c'est un principe d'équité. Bon, c'est-à-dire que quelqu'un ne doit pas avoir une utilisation excessive personnelle. La troisième chose… D'ailleurs, il y a des sujets sur lesquels on n'a pas suffisamment avancé et on poursuivra le travail en Turquie dans 2 ans. D'accord. OK. Alors après ça, faire en sorte que les moyens techniques et financiers pour la mise en œuvre ça, on va en parler tout à l'heure. Hein, c'est tout le problème du financement, des aides, etc., qu'on retrouve dans la Convention climatique. Et des subventions néfastes que vous avez évoquées. Et alors, moi, ce qui m'intéressait, ça me paraissait mettre un terme à l'extinction des espèces menacées par l'homme. Parce que ça me paraît, comment dirais-je, assez concret. C'est-à-dire on dit, vous devez gérer pour l'avenir. Bon, c'est très simple, mais mettre un terme à l'extinction. Et quand on me dit que c'est un objectif pour 2050, ça veut dire qu'il y a une orientation, il y a une planification. C'est ça qui est intéressant. Alors, je crois que
c'est à partir de ça, on peut insister un petit peu sur certaines parties des cibles. Alors, on en avait, quand on a analysé, on a suivi le texte de la Convention. Il y a la première partie, c'est la lutte contre les menaces. La deuxième partie, c'est l'utilisation durable et le partage des bénéfices, dont on a parlé un tout petit peu. Et puis on passe à les outils et les moyens. Si vous voulez, on peut reprendre ces trois éléments en insistant sur certains et sur lesquels je voudrais avoir votre expertise. Les luttes contre les menaces dans la Convention, puisqu'il y a un texte qui est à disposition, on l'a commenté déjà, et la lutte contre les menaces, c'est les cibles 1 à 8. Alors, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est les plus intéressants, concernent ce qu'on appelle les cibles sur les aires protégées, dont l'objectif, c'est d'en avoir 30%. Alors, comme le texte n'est pas extraordinairement clair, c'est 30% pur ou c'est 30% de reconquête? C'est une des questions que je me suis posée. Alors, c'est 30% net de protection Voilà. dont ce qu'on porte, nous, à l'UICN et qui n'est pas dans la version finale du texte. On aimerait qu'on ait 10% de protection forte parce que si vous avez des aires marines dans lesquelles vous avez de la pêche industrielle, la protection est moins forte que c'est la France. Hein. C'est ce que fait dans certains endroits, en Polynésie notamment. Voilà. Mais effectivement, il faut qu'on ait des zones de protection strictes pour avoir la meilleure protection possible. Et c'est pas 30% par pays. C'est-à-dire que c'est pas parce que nous sommes, nous, la France, dans une situation de bon élève, parce qu'on a une histoire et une antériorité, qu'on ne doit pas aller vers un objectif de 50 ou de 60%. Il faut évidemment pas tout classer, parce qu'il faut pouvoir faire coexister l'activité humaine et la protection de la nature, mais il y a un certain nombre de choses qu'on ne doit plus faire aujourd'hui, comme par exemple la consommation des terres. Bah oui. On a aujourd'hui une obligation de reconstruire sur des friches, d'avoir un zéro artificialisation nette pour préserver même ce qui n'est pas des aires protégées. Alors, moi, ce qui me frappait dans le texte, pratiquement, c'est qu'on dit qu'il faut de la protection, mais il n'y a pas de critères de protection, vraiment, c'est un peu dans le flou. Un peu parce que ça se détermine en fait par des critères. En fait, on ne peut pas déclarer. Il y a des systèmes de classement qui sont un peu complexes, mais une aire protégée n'est pas juste une autodéclaration d'un État. Oui, c'est pas un paradis, c'est pas quelque chose qui tombe du ciel. Non, ça se prépare et souvent ça s'accompagne parce que ça veut dire qu'on fait une reconquête de la nature sur des zones où parfois il y avait de la construction, de l'aménagement intensif ou de l'atteinte aux ressources naturelles, agricoles ou marines. Alors, est-ce que les protections, ça peut appeler les compensations? C'est une jolie question pour nous. On n'est pas, en fait, on n'est pas forcément favorable à l'UICN parce qu'on a d'une part. Moi non plus d'ailleurs. Je suis d'accord. En fait, c'est accepter une destruction et on perd en capital. Et puis, c'est se donner bonne conscience. Sur le climat, on a vu que de la replantation massive, ça permettait de ne pas changer le modèle économique d'un certain nombre de grandes entreprises ou d'activités. Et d'autre part, la consommation, la compensation, c'est pas la remise en état. C'est-à-dire que si vous plantez, vous émettez ou vous détruisez d'une part des aires et d'autre part vous replantez, puisque c'est ce qu'on fait aujourd'hui, des forêts, on s'aperçoit même à l'usage que parfois on a fait des erreurs, comme de la plantation d'une seule espèce, monoespèce, dans des zones qui rendent du coup les forêts extrêmement fragiles face aux maladies possibles ou face au réchauffement climatique. Si demain on crée des déserts de forêts mortes, c'est pas vraiment de la compensation. Oui, c'est pas terrible. Voilà. Et puis parfois ça se fait au détriment des populations locales. On exproprie les populations locales pour faire des zones de compensation. Oui, on en reparlera dans le système français de la loi RBNP tout à l'heure, si vous le voulez bien. Mais alors ça, c'était dans les cibles 2 et 3, hein, c'est ça, tout ce qui est l'objectif de ce qu'on appelle de reconquête finalement. Hein. Au passage, si j'ai bonne mémoire, mais par comparaison, le système Natura 2000 en Europe a donné 14% de protection. Là, il y a quand même un effort à faire, il faut monter à 30% quand même. Et puis, il faut combler aussi ce qui est la partie cachée que personne n'a traitée, c'est Natura 2000 en mer. Aujourd'hui, ça existe, mais ce n'est pas financé. Oui, voilà. On en a d'ailleurs un seul exemple du côté de Marseille. C'est le seul exemple de protection, je crois, européen en mer. Oui, on est un peu démunis de ce côté-là. Il y a des efforts. Alors, la chose qui me paraissait importante sur la lutte contre les menaces, et c'est vraiment d'actualité en ce moment, c'était la lutte contre les pesticides. La cible 7, n'est-ce pas? Et seulement, encore une fois, et là ici,
Margot Berthelard qui a travaillé avec moi sur cette matière, et qui a publié un article dans la revue qui vient de sortir, Énergie, Environnement, Infrastructure. Comment dirais-je, il n'y a pas de critères de toxicité bien déclarés. On met l'accent sur le risque, mais pas sur le produit. Voilà. Et donc, si demain on ne donne pas ça de façon applicable, concrète, ça reste une déclaration. Oui, mais ça, je trouve que le fait que ça repose sur le risque, c'est très positif. Oui, mais c'est pas suffisant. En fait, il y a trop d'imprécisions aujourd'hui pour que ce soit totalement effectif. Enfin, ce qu'on voit quand même sur ces questions-là, c'est que pratiquement, je ne sais pas s'il y a une corrélation entre ce qui s'est passé à Montréal et ce qui vient d'être jugé par comment dirais-je, la Cour de justice de l'Union européenne sur les néocotinoïdes. Ça quand même, ça bouscule un peu et ça arrête ce que les Anglais appellent être addict à quelque chose, c'est addict aux pesticides. C'est quand même un vrai sujet sur lequel on a beaucoup de mal à revenir en arrière. Hein. Et si on n'avait pas cette doctrine de base, là, ici, de la CDB, de la COP de Montréal, ça a quand même dû être sacrément débattu. Vous y étiez présente à Montréal? Oui, j'étais présente à Montréal. On avait beaucoup d'experts français par sujet, parce qu'en fait, on est sur du traitement sujet par sujet. Oui, c'est ça. Et puis, pour essayer non seulement d'avoir des négociations dans les COP, mais de donner de l'applicabilité. Vous avez cité les pesticides dans la même cible, on a les microplastiques, ah oui, et notamment les microplastiques en mer. On attend avec une impatience certaine la tenue de la conférence au mois de mai sur la pollution plastique en mer. Oui. Sinon, mes enfants, demain, on en a tous, hein, ne verront plus que, mais c'est un horizon très rapide, verront une mer avec plus de plastique que de poissons. J'avais pensé d'ailleurs, je dis ça au passage, ça m'a toujours interpellé en tant que procédurier. Je pense que si on faisait des saisies des morceaux de plastique, puisqu'il y a des véritables îles, on pourrait arriver à trouver les producteurs. On les connaît en partie. Hein. Aujourd'hui, vous avez des grands groupes, par exemple, qui vendent de l'eau en sachet, qui recouvrent tout le sol de l'Afrique et qui finissent dans les mers. Le principe, c'est que, notamment dans les microdéchets plastiques, c'est quand c'est au sol, ça finit dans les eaux. Oui, c'est ça, ça finit dans les océans, ça finit dans la mer. Ouais. Ça finit dans les fleuves et ça finit dans la mer. Donc, en fait, et après, ça se détruit plus ou moins. C'est ingéré par les poissons et c'est d'ailleurs réingéré par l'homme après. Quoi. Donc, c'est vraiment un cycle aussi très négatif. Oui, mais comment dirais-je, on ne s'est jamais attaqué à ce sujet-là au point de vue procédural et contentieux. Oui. Mais c'est parce qu'il n'y a peut-être pas suffisamment d'associations qui défendent le milieu marin. Je ne sais pas. Enfin, il y a eu des actions. Je pense qu'on a parié aujourd'hui sur les négociations internationales qui reprennent d'ailleurs prochainement. Il faut les deux. Il faut les négociations internationales et la vigilance de la société civile. La part de la société civile dans la CDB n'est pas aussi forte que dans la Convention climat, non? Non, elle l'a jamais été. En fait, il y a eu à un moment donné un éclairage qui a été porté sur le climat. Je pense que d'ailleurs, la conférence, la COP qu'on a eue à Paris a aussi accéléré cette visibilité. Il y a toujours une présence importante de la société civile. Et elle est présente de façon plus marginale à la COP biodiversité, quasiment inexistante à la COP désertification. Mais il faut que le sujet soit un sujet grand public, il faut transcrire ça auprès du grand public pour que les gens voient aussi les conséquences de leur acte. Et puis sur leur santé aussi. Faire le choix des grandes entreprises. Hein. Oui. Il y a un effet sur la santé, incontestablement. Oui, on travaille sur le concept de One Health, de l'UICN. L'idée, c'est que en fait, la dégradation de l'environnement a des incidences directes sur la santé de l'homme. Il y a par exemple, alors c'est pas totalement le domaine, mais une petite partie à travers les espèces exotiques envahissantes, on pense qu'on a eu 6700 apparitions de zoonoses les 30 dernières années. Heureusement que toutes n'ont pas sauté la barrière des espèces comme le Covid, et ça veut dire que ce sont des fièvres hémorragiques, différentes maladies qui ont été longtemps localisées, mais avec la mondialisation et le commerce international qui est aujourd'hui beaucoup plus rapide qu'il ne l'a été par le passé, on a un vrai risque comme dans la dernière pandémie. Et ce matin, j'étais en saisie aux aéroports des douanes à Roissy-Charles de Gaulle. Il faut savoir qu'on a 1 tonne d'espèces exotiques de viande de brousse qui arrivent par semaine. 1 tonne saisie, ça ne veut pas dire, vous le savez, 1 tonne qui arrive. Ce qui peut passer à côté, ça veut dire qu'on a
à la fois des espèces exotiques envahissantes, de la viande de brousse qui est consommée par les populations, Ouais. et puis des animaux vivants qui sont pour la plupart des espèces protégées. Et les réflexions que vous faites me font penser sur les rapports entre santé, environnement, biodiversité, autre chose, à l'importance du rôle des écrivains et des chercheurs. Je pensais au Printemps silencieux, je pensais aussi à une personne qu'on a complètement oubliée qui s'appelait Philippe Saint-Marc. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, c'est un écrivain, c'est un membre de la Cour des comptes qui a dénoncé il y a 20 ans les rapports entre santé et environnement. Puis alors plus proche de nous, il y a quelqu'un que j'aime beaucoup, que vous connaissez aussi, qui est Guillaume Sainteny, qui a écrit un très beau livre qui s'appelle Le climat qui cache la forêt. Je trouve que c'était bien vu aussi. C'était bien pensé, oui. C'était bien pensé. Et en fait, comment dirais-je, dans toutes ces affaires-là, il y a le monde scientifique, il y a aussi la diffusion des informations, le rôle des associations, ça fait un tout pratiquement. Aujourd'hui, on a besoin de l'ensemble de ces parties prenantes pour faire prendre conscience de l'urgence et d'agir, et pour agir concrètement. Voilà. Le droit d'ailleurs est le dernier levier d'action. Je pense notamment à la mise en cause, à la responsabilité qu'on n'aurait pas imaginé forcément il y a 20 ans sur un certain nombre d'entreprises, non pas en raison d'un effet direct, mais en raison du fait que leur activité détruit le climat, détruit les ressources naturelles. Et je n'ai pas de conseils moi, à donner à grandes entreprises, mais si j'étais dans leur bureau juridique, je leur conseillerais d'anticiper le risque avant d'aller au procès. On va en parler tout à l'heure. Je pense que c'est un levier. Alors, ce qui est terrible, effectivement, c'est la climat. On parle très, très peu de droit aussi au passage. C'est pour ça qu'on est là, d'ailleurs. C'est pour en parler un petit peu. Alors, si on parle du deuxième grand chapitre des cibles, c'est les cibles 9 à 13, ça couvre l'utilisation durable, le partage des bénéfices. Le partage des bénéfices, on peut en parler, on pourrait disserter sur la brevetabilité du vivant, toutes ces questions-là, qui sont vraiment délicates et qui étaient une grande catastrophe, soulignée par Jérémy Rifkin, d'ailleurs, en son temps. Hein. Une décision de la Cour suprême des États-Unis qui a bousculé ce genre de choses-là. Mais enfin, ça, c'est un sujet qui pourrait faire l'objet d'une conférence spécialisée. Mais dans ce chapitre des 9 à 13, des cibles 9 à 13, vous avez quelque chose qui me paraissait fort positif, c'est le développement, l'encouragement à l'agroécologie. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais effectivement, alors le terme est précédé d'un sous-terme intensification durable, donc qui pourrait correspondre. Les COP sont toujours des lieux de compromis, mais en tout cas, c'est une étape majeure dans l'intégration de la biodiversité dans les systèmes productifs. Aussi bien l'agriculture, mais aussi la gestion durable de la foresterie, de l'aquaculture, de la pêche. Il faut aller plus loin. On n'a pas aujourd'hui de critères. Il faut donner des critères et aller plus loin maintenant. Et ça d'ailleurs, les COP ont lieu tous les 2 ans. Si tout va bien, la prochaine aura lieu en Turquie dans 2 ans. Et ce sera un sujet majeur, ces cibles de 9 à 13 qui seront réévoquées au moment de cette COP. Oui, parce que le vrai sujet, c'est quand même l'orientation de l'agriculture intensive. Hein. C'est un vrai sujet, puisque c'est lié aux pesticides et autre chose. L'agroécologie, c'est quand même une correction du principe de développement intensif de l'agriculture, non? Et puis parfois, l'agriculture intensive qu'on peut connaître et l'agriculture qu'on va faire intensivement dans les pays du Sud, parce qu'il y a aussi une question de justice aujourd'hui entre le Nord et le Sud. Oui. Quand on va prendre l'exemple de la production du coton, il y a 2 grandes sociétés aujourd'hui qui sont monopolistiques sur le marché de la production du coton, et le coton, c'est terrible. C'est extrêmement consommateur en eau. Oui, c'est vrai. On utilise énormément de pesticides pour faire en sorte que les fleurs de coton soient blanches. Les gens qui le ramassent sont des gens sous-payés, généralement des enfants. Une balle de coton, c'est-à-dire 1 kilo de coton, ce qui est assez grand, puisque le coton est assez léger, c'est payé entre 75 centimes d'euros et 1 euro au producteur. Donc, effectivement, pour avoir des t-shirts pas chers dans les magasins à la fin, il faut que tout ça soit exploité à fond. Voilà. Et ça, demain, c'est destructeur. Ça, c'est intéressant, parce que c'est un levier d'action. Hein, il faut décider d'arrêter de déforester pour faire des plantations de coton. Alors, après ça, sur les outils et les moyens, j'en ai sélectionné 3, c'est les cibles 14 à 23. Donc, il y avait 3 questions qui m'avaient interrogé, sur lesquelles on peut développer un tout petit peu. Le contrôle des grandes entreprises, ça me paraît très important. Diminuer les subventions aux produits toxiques, c'est un vaste programme, et augmenter les subventions pour la protection de la biodiversité. Alors, il y a quelqu'un qui a dit, à partir de tout ça, il dit,
tout ce texte-là, c'est un texte qui fait d'une certaine façon l'unanimité parce qu'il rend tout le monde mécontent. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut éliminer les choses qui ont été prises. Moi, je crois que le contrôle des grandes entreprises, c'est pas du contrôle direct, mais c'est les inviter à se contrôler. En fait, c'est plutôt ça, non, si j'ai bien interprété les textes. Et informer les consommateurs. Voilà, c'est ça. Et informer les consommateurs. Je pense qu'aujourd'hui, la plupart des gens ne savent pas le coût carbone de production de leur stylo, ni l'atteinte aux ressources naturelles qui a pu être faite pour le produire. Si on donne des clés, on peut penser que les gens peuvent changer. On l'a vu sur l'évolution de l'agriculture biologique, par exemple, où il y a des choix qui sont évidemment des choix en fonction des revenus individuels des gens, mais qui sont aussi des changements de société. Donc, information du consommateur, ça en fait partie, ce que j'évoquais sur le côté précédemment. Et puis, il faut mettre la pression sur les grandes entreprises. Aujourd'hui, il n'est pas possible d'avoir des grandes entreprises qui continuent à déforester, traverser des aires protégées en expropriant 200 000 familles ou en détruisant 16 aires protégées, comme ça va être le cas sur un grand projet pétrolier en Ouganda. Oui, je sais. Voilà. On va en parler tout à l'heure rapidement. C'est pas possible en se disant qu'il n'y aura pas de conséquences. Oui. Mais effectivement, vous avez raison, l'information, c'est la clé du droit de l'environnement. C'est la transparence, certaine transparence, mais c'est aussi la clé d'une certaine forme de participation. Alors, ce que j'ai vu, c'est qu'il y a toute une série d'articles dans un grand journal économique qui s'appelle Les Échos, on peut le citer effectivement, sur l'idée selon laquelle on doit demander aux assemblées générales de fixer une politique sur la question de la biodiversité, la question du climat. Est-ce que vous avez vu passer ça? Est-ce que vous pensez qu'effectivement, c'est de nature à influer sur leur politique? Ça peut. Enfin, en fait, c'est pas très efficace. Il y en a des petits actionnaires aujourd'hui avec des gens qui prennent une part pour pouvoir aller voter ou pouvoir prendre la parole dans des assemblées générales. Mais c'est important, ça me fait penser à quelque chose. Il y a un précédent qui est très ancien, qui s'appelle l'affaire de Minamata. Ça vous dit quelque chose, hein, sur le mercure. Et les pêcheurs avaient utilisé toutes les voies de recours. À chaque fois, le tribunal n'avait pas suivi. Et ils ont pris des actions. Ils ont fait un tel scandale à l'Assemblée générale que la situation était renversée. Au passage, donc, le contrôle des grandes entreprises, c'est aussi, comment dirais-je, c'est pas forcément de les prendre frontalement, mais c'est aussi, on en parlera tout à l'heure, je vais revenir sur l'affaire de l'Ouganda, parce qu'il y a des actions qui sont en cours actuellement sur cette transparence. Le contrôle des grandes entreprises, c'est le rôle de la société civile aussi. C'est aussi la responsabilité des grandes entreprises, parce que l'argument selon lequel on va atteindre au business model, eh bien oui, effectivement, il faut faire des changements, il faut faire des tournants. Et d'ailleurs, il y a un contre-exemple, alors qui n'est pas totalement abouti, mais qui finalement fonctionne, c'est aujourd'hui les sociétés industrielles de pêche. Moi, je n'étais pas convaincue avant de les rencontrer. En fait, ils ont pris un tournant, une partie d'entre elles, hein, parce que malheureusement, on a aussi beaucoup... forcing, c'est ça, vous voulez ils ont pris un tournant en disant, si on n'arrête pas tout de suite et on ne change pas un certain nombre de méthodes de pêche, demain, on n'aura plus de ressources. Donc, en fait, il n'y aura plus d'entreprises de pêche parce qu'il n'y aura plus de ressources. Alors, effectivement, on doit se battre au niveau international, dans les eaux internationales, contre la pêcherie d'une partie des pays d'Asie, etc. Mais il y a des changements qui ont été faits au plan européen. Ça veut dire que des entreprises qui décident peuvent avoir un tournant positif de leur activité. Oui, d'accord. Effectivement, un deuxième point de façon liée à la diminution des subventions aux produits toxiques et d'autre part l'augmentation des subventions. Moi, j'ai toujours remarqué, effectivement, dans les documents, que les subventions aux produits toxiques ou en matière de climat aux énergies fossiles, c'est 4 fois supérieur à ce qu'on donne pour la protection. Et ces subventions néfastes à la biodiversité, ce sont pour partie des subventions publiques. Donc déjà, la règle devrait être, on n'aggrave pas la situation à travers du financement. Oui, par exemple. Mais là c'est la responsabilité de l'État. Je ne sais pas, il faudrait y réfléchir aussi parce que ça me paraît effectivement complètement contrevenu. Alors, sur les subventions, on dit qu'à Montréal, il aurait fallu 500 milliards d'euros et qu'on en a voté 30. Enfin bon. Il y a toujours une bataille de chiffres, mais c'est une première étape parce que ça a été un grand sujet de discussion. Et puis, il manque encore aujourd'hui un peu des modalités, des conditions de mise en œuvre.
Mais je crois que par rapport à ce qu'espéraient les experts avant la COP, on a bien avancé sur le sujet, y compris dans le débat Nord-Sud. Alors, on a vu quelles étaient effectivement les principales articulations de cette COP. Donc, il y a un avenir, il y a des reprises qui doivent être faites. Et c'est quand même, ça apparaît quand même comme une doctrine incontournable quand même sur ce qui en ressort. Ça éclaire beaucoup. Et je ne dis pas que ça donne de l'autorité, mais ça, comment dirais-je, ça éclaire sur ce qu'on doit faire sur l'avenir, avec les choix qu'on doit avoir. Ah, il nous resterait un petit commentaire, il reste encore quelques minutes avant les questions. Un petit commentaire, quels efforts à faire en Europe et quels efforts à faire en France. Alors en France, il y a vraiment ce qu'il faut pour faire des efforts, nous le savons très bien, mais sur l'Europe, l'Europe est quand même assez exemplaire sur le sujet. Ben heureusement, j'allais dire qu'on a un cadre européen. Peut-être, moi je serais un peu moins sévère sur la France parce que on est évidemment loin d'avoir une politique exemplaire sur l'agriculture, sur les pesticides, mais il y a quand même des systèmes de protection année après année volontaristes qu'on s'est imposés en France, comparé avec d'autres pays européens. La protection du littoral est quand même une avancée qui a été importante et je pense qu'aujourd'hui, si on avait laissé faire, un peu la loi littorale, un petit peu. Oui, mais si on avait laissé faire, ah oui, si on avait laissé faire, oui, on a des choses en avance. Voilà. Oui, on compare avec le littoral du Sénégal, par exemple, avec un droit totalement différent. Aujourd'hui, ce qui a été construit en bordure de mer et bétonisé s'effondre dans la mer avec une disparition aussi de tout l'écosystème marin et terrestre sur ces zones-là. Donc on a quand même des choses où on a eu la chance d'avoir eu des gens qui étaient visionnaires, qui ont créé des agences, qui ont protégé. On a eu des collectivités locales. Quand aujourd'hui on est maire et qu'on décide finalement qu'on va refuser la constructibilité et qu'on transfère une partie de ces terres au conservatoire du littoral, c'est aussi une façon de préserver pour l'avenir, de se dire que demain on ne va pas faire. Mais on a beaucoup de mal sur ce sujet-là. Dans ce qu'on appelle la directive ERC, que vous connaissez par cœur, moi j'ai travaillé sur le sujet, pour la loi 76, du 2016, et sur l'idée des compensations, éviter, réduire, compenser. Bon, on voit très bien que le mécanisme d'évitement et de réduction, enfin réduction, c'est les études d'impact et l'évaluation environnementale, mais la compensation n'a pas un très grand succès, elle n'est pas très positive, si j'ose dire, sur le principe, mais sur l'application. Il faut aller vers de la restauration, c'est le dernier nerf qui manque. Et l'étape d'après, c'est la restauration des zones humides et puis l'absence de projet destructeur. Je regardais le futur contournement de Arles. Oui, par exemple. Ça a du plomb dans l'aile, d'après ce que j'ai compris. J'espère. J'espère parce qu'on a des experts qui sont assez inquiets. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire les erreurs qu'on a fait dans les années 60, dans les années 70 parce qu'on ne savait pas. Voilà. Mais il y a quand même une très grosse résistance. Enfin, moi, j'ai deux problèmes sur cette question-là. Une très grosse résistance sur, comment dirais-je, la qualité des études d'impact qui ne prennent pas la dimension climatique. Il y a un rapport du comité d'orientation des investissements qui commence à voir clair là-dessus. Mais comment dirais-je, si vous n'avez pas le volet, il y a une grande discussion actuellement sur un projet qui se passe dans le Midi et dans lequel effectivement on doit exploiter, comment dirais-je, des produits des palmiers. Donc, pour arriver à faire un certain carburant, il faut exproprier un certain nombre de forêts, etc. Et tout ça. C'est en cours de discussion au Conseil d'État. Est-ce que l'étude d'impact climatique couvre les effets indirects hors territoire ou pas? Pour moi, c'est capital. Hein. Et si on ne prend pas cette orientation-là de la prise en compte des effets indirects, il y a deux professeurs de droit qui ont fait une magnifique note sur cette question, qui s'appellent Hubert Denzon et Julien, tout d'un coup, son nom m'échappe, enfin peu importe. Comment dirais-je, c'est un vrai sujet. Et là, on ne l'a pas du tout intégré. Alors, ce qui me fait peur, c'est dans la directive ERC, à peu de choses près, parce qu'on a des idées de compensation, il y a des contrats, il y a des achats d'actions, tout ce qu'on veut. Mais, comment dirais-je, tout ça peut être contré par des dispositions d'urbanisme. Les récents décrets qui sont sortis sur ce sujet-là laissent la part belle à une opposition qui dit on ne veut pas de limitation. Donc il y a toujours une grosse tension sur ces questions-là. Les grosses tensions sont très liées, me semble-t-il, effectivement,
un développement du contentieux. Alors, le développement du contentieux il est assez fort dans le domaine climatique, mais il n'est pas très fort encore dans le domaine de la biodiversité. Pas encore, mais je pense que les prochaines années, il risque de devenir croissant parce que on a effectivement, d'une part, une opinion publique, des organisations non gouvernementales qui se saisissent du sujet, comme c'était le climat avec un peu d'avance, et d'autre part, on a la nécessité de mettre un frein sur certains types d'exploitation de façon rapide. Donc, ce sera le droit aujourd'hui à l'UICN, on pense de façon globale. On a d'ailleurs la chance d'avoir un avocat qui siège au bureau de notre comité français, Sébastien Mabille. Oui, il est excellent. Qui est très bon avocat et très militant et qui nous oriente et qui nous conseille. Notre comité n'a pas vocation d'attaquer en justice, mais par contre, il y a un certain nombre d'organisations dont c'est le travail et qui le feront pour préserver la biodiversité. Oui, je crois que c'est important. C'est un nouveau développement, c'est-à-dire ce que j'appelle le développement de l'effectivité. Parce que là, il y a quand même quelque chose qui se passe avec cette COP de Montréal, c'est-à-dire, je disais un peu tout à l'heure, l'établissement d'une doctrine, une officialisation, une généralisation, des directions à prendre. C'est la première fois qu'on voit qu'on voit des objectifs à 2050, 2030, etc. C'est quand même tout à fait intéressant. Et donc, à mon avis, ça peut apporter beaucoup d'eau au moulin aux entreprises, d'ailleurs, pour se convertir, parce que les entreprises intelligentes... Des entreprises positives qui comprennent... Mais bien sûr, exactement. Moi, je crois qu'une grosse partie du progrès peut passer par eux, par anticipation. Avec un vrai point d'attention, c'est qu'il ne faut pas qu'on déplace nos activités destructrices sur le continent africain, en Afrique et en Amérique du Sud. Parce que si on ne peut plus faire de bioéthanol demain en France, et qu'on va le faire dans les pays d'Afrique en supprimant l'agriculture vivrière, on ne va pas régler le problème. Non, ce n'est pas acceptable, en effet. Mais d'où l'intérêt de la prise en considération dans l'étude d'impact des effets indirects à l'étranger, etc. Et tout ça, c'est une vraie bataille. Je ne sais pas ce que va faire le Conseil d'État. Je ne sais pas s'il ne faudrait pas que des associations interviennent dans le contentieux. Réfléchissez à ça. Parce que c'est un vrai sujet, ça va sortir bientôt. Donc, il y a quand même un fond de sujet. Moi, je crois beaucoup dans l'action de la société civile, parce qu'elle est directement intéressée. Et puis, je crois dans la justice et dans le droit en face. C'est pas seulement mon opinion. Il y a des questions, si j'ai bien compris. Alors, en matière de droit de l'environnement, au regard du droit des sociétés, nombre de gros pollueurs ne prévoient pas de frais de réparation des dommages commis. Et pourtant, il existe des obligations légales de réparation. Le fait de ne pas réparer les dommages n'est-il pas légalement répréhensible? Vous voulez répondre? Moi, j'ai ma réponse. Alors, je vous laisse la réponse de droit et je ferai la réponse C'est-à-dire que pratiquement, en droit, on ne répare que si on est obligé. C'est ça le fond de l'affaire, c'est ça. Il faut que quelqu'un, soit le parquet, soit le ministère public, donc soit une association, ou soit à l'intérieur de l'entreprise, quelqu'un qui, comment dirais-je, est peut-être un lanceur d'alerte, etc., officialise les choses. Mais tant que ça demeure confidentiel et que ça n'est pas activé, vous ne pourrez pas faire grand-chose. Voilà, c'est la réponse strictement juridique. Et pour vous? Puis, nous, on croit au fait qu'il faut avoir une transparence et une information du consommateur. On ne peut pas tout cacher derrière le secret de production. Aujourd'hui, si on avait une vraie indication, j'ai pris mon exemple du coton, mais on imagine le même sur la pêche, sur une partie du bois, on aurait sans doute les consommateurs qui jouent ce rôle de vigie. Donc ça ne suffit pas, mais c'est aussi un complément. Aujourd'hui, ce qui manque, c'est la transparence, et je pense que même les gens de bonne foi ne savent pas s'y retrouver dans les produits du quotidien qu'ils peuvent acheter et consommer. C'est une partie de la réponse. L'autre, c'est que j'espère que c'est une prise de conscience directe des entreprises. Il faut arrêter de faire des rapports RSE où on explique qu'en mettant des couverts en bambou dans les avions, on a réglé une partie du problème et qu'on a rempli ses obligations RSE. L'exemple est réel. ou qu'on peut continuer à construire des oléoducs à peu près n'importe où. Bah oui. Autre question? Où en est-on de la protection capitale des eaux souterraines? De la haute mer? Des eaux souterraines. Non, des eaux souterraines dans le sous-sol. Oui, du sous-sol, ouais, je pense. Ça, j'ai pas beaucoup de... Quelle est la question exactement? Parce que c'est pas très précis. Où en est la protection capitale des eaux souterraines?
J'imagine que c'est en matière de pollution, peut-être. Et la personne me précise eau souterraine du sous-sol. Ah oui, du sous-sol, bien sûr. Mais c'est une ressource, c'est dans le Code de l'environnement. C'est dans l'article 212, si j'ai bonne mémoire, ou 211.1, je ne sais plus très bien, enfin sur la partie sur l'eau. Et on parle effectivement de la protection des eaux du sous-sol. Il y a toute une organisation pénale sur les eaux de la mer, les eaux des fleuves et les eaux souterraines aussi. Mais alors je crois que malheureusement pour les eaux souterraines, je parle de mémoire, c'est qu'il n'y a pas une répression de l'atteinte directe à la qualité de l'eau. Il y a un délit qui est particulier qui consiste à dire vous avez pollué les eaux souterraines parce que vous ne respectez pas les prescriptions administratives. On appelle ça un peu ça les délits papier, si vous voulez. Et donc, effectivement, notre auditeur met le doigt sur quelque chose qui est insuffisant au niveau de la protection. Alors, oui, allez-y, parce que je suis en train de penser les eaux souterraines, elles sont sacrément fragiles. Vous savez que pratiquement, on peut dater les eaux souterraines à cause des essais nucléaires. On sait si c'est avant 1953 ou pas. Il y a des traces. Ça ne m'étonne pas. Oui, et les traces de pollution radioactive qui se retrouvent vous pouvez les dater, elle est antérieure ou pas, etc. Continuez. Oui. Alors, autre question. Pensez-vous qu'il y a une vraie portée juridique sur les décisions prises suite au COP? La CAA de Nancy ayant, semble-t-il, considéré que les accords de Paris ne représentent qu'un engagement permanent, non opposable directement aux entreprises privées. Donc, difficile de pousser le changement de modèle d'affaires si les juges minimisent la portée des engagements. C'est une jolie question, parce que c'est l'accord de Paris, c'est la question climatique, à peu de choses près. Ben, moi, je voudrais bien avoir l'arrêt de la Cour d'appel de Nancy, parce que c'est quand même assez contraire à la position du Conseil d'État. Hein. Je ne sais pas s'il y a un pourvoi en cassation, mais demandez-lui, il nous entend, s'il peut nous envoyer la décision. Parce qu'à ce moment-là, on va la commenter. Il y a une application à travers le droit, il y a une application derrière les plans nationaux d'action, puisque ce qu'on demande aux États, c'est de mettre en place, derrière les décisions des COP, des plans nationaux d'action, ce qu'on va avoir en France avec la stratégie nationale 3. On a repoussé les décisions pour sa mise en place et ses indicateurs pour l'avoir après la COP. Donc on a une COP et une applicabilité comme on l'a eu sur les accords de Paris en matière ce qu'on appelle la programmation, voilà. C'est ça, quoi, en gros. Et ensuite, on peut accompagner cette stratégie de décision ministérielle, arrêtée, enfin, selon les domaines. Mais effectivement, c'est pas le rôle des COP d'imposer une réglementation internationale à l'ensemble des pays. C'est vrai, mais l'accord de Paris, ça pose la question de son effectivité. Hein. Parce que c'est très discuté la question de l'effectivité de l'accord de Paris. Dès lors qu'il a été ratifié par l'Union européenne, il a une force juridique. Hein. On peut en discuter en droit international, vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il est repris par l'Union européenne comme acte applicable. C'est ce qu'avait dit le rapporteur public. C'est plus facile en Europe, en fait. Mais comment? Dans certains autres pays, c'est plus compliqué. La position de la Cour d'appel de Nancy me paraît devra être regardé attentivement. Absolument, la personne vient de nous l'envoyer. Formidable, on lui répondra. Voilà. Et même s'il faut le commenter, on pourra le commenter d'une façon ou d'une autre. On pourrait le commenter à deux, d'ailleurs, ce sera amusant. Allez-y. Alors, autre question. Sur quelle loi s'appuyer pour sauver une zone humide menacée? Quelle loi menacée par quoi? Par un projet d'aménagement? Oui, je pense que c'est ce qui est sous-entendu. Je pense. Parce que, mais oui, menacé comment? C'est menacé par le plan d'urbanisme, menacé par une opération de projet, je ne sais pas. Hein. Ça, un contournement routier d'une grande ville du Sud. Par exemple. Je vais attendre de voir si la personne nous donne des informations, des précisions. Oui. On a une autre question en attendant. Ah, non, la personne a répondu. Par un projet d'aménagement et la construction d'une route. On est tombé en plein dedans. Voilà. Mais, comment dirais-je, la protection d'une route, il y a toute la procédure de déclaration de projet, il y a toute la procédure d'utilité publique aussi, qui est derrière, et sur laquelle on peut discuter. Puis après ça, il y a les autorisations environnementales.
et il y a la fameuse compensation, etc. Et là, tout dépend, dans ce sujet-là, tout dépend de la qualité de l'étude d'impact. C'est ça le fond de l'affaire. C'est comment l'étude d'impact a été faite, quels sont les moyens mis à disposition. Mais alors, ça dépend de l'état d'avancement du projet. Si la DUP ou la décision administrative a été prise, qu'elle n'a jamais été attaquée, la seule chose qu'on puisse faire, en refaisant une nouvelle étude d'impact, c'est ce qu'on appelle une demande d'abrogation. Vous connaissez cette technique-là, une technique qui vient de sortir par un arrêt du Conseil d'État. Vous ne pouvez plus demander l'annulation, vous allez demander l'abrogation pour l'avenir en cas de survenance des événements nouveaux. La survenance d'un événement nouveau, c'est une étude d'impact réévaluée. J'ai ça dans un dossier dont il est parlé aujourd'hui dans le Canard enchaîné, n'est-ce pas? Grand journal officiel. Vous verrez, c'est un article sur la Savoie. En fait, en réalité, dans la Savoie, ils ont un projet qui avait été condamné par le Conseil d'État de faire une autoroute tout le long du lac Léman. Le Conseil d'État, dans l'arrêt autoroute à 497, elle dit il n'y a pas besoin d'autoroute à cet endroit-là, la question est fragile, c'est trop coûteux, ne le faites pas. Les administrations locales sont amusées par faire des petits morceaux, etc. Et ont complètement minimisé l'étude d'impact en DUP de 2019 avec une étude d'impact de 2014. Avec une autre dimension aussi, c'est que pendant ce temps-là, les autorités suisses et une partie des autorités françaises finançaient un chemin de fer. Donc, on se trouve en plein conflit climatique parce qu'on redécouvre des choses sur la biodiversité. Ils ont complètement saccagé les études d'impact. Et donc, on recommence tout. La zone est extraordinairement fragile puisque c'est au bord d'un lac. Et alors, enfin, il y a toute une diatribe parce qu'il y a des incohérences dans les plans d'urbanisme, ils sont aperçus. Et en définitive, ils ont demandé au Sénat de voter une loi qui valide la DUP. Non, mais on marche sur la tête. Je vous enverrai l'article si vous voulez. Oui. Vous verrez, c'est sur ce qu'on appelle la ratification, la validation législative. C'est une méconnaissance totale des principes fondamentaux du droit de l'environnement. Mais d'autres questions encore? Oui. Oh là. Alors, qu'est-ce que... Pouvez-vous développer le rôle des populations locales pour l'entretien, par exemple en Mercantour? Mercantour, vous connaissez mieux que moi, sans doute. Au début, je me suis de ma carrière beaucoup intéressée au loup. Ah oui. Bon, maintenant, l'avantage, c'est qu'il est dans tous les départements, ou pratiquement, au moins dans 70 départements en France. Oui, il est même dans les villes une fois de temps en temps. Ça approche. Alors, les COP parlent plutôt des populations autochtones, moins des populations du Mercantour, mais en tout cas sur l'idée que les populations locales ont un rôle prépondérant à préserver la biodiversité et à pouvoir jouent un rôle dans la préservation et peuvent aussi en tirer des bénéfices et vivre grâce à cette biodiversité. Le rôle des populations dans le Mercantour, je ne sais pas quel est bien le sujet. Est-ce que c'est la question porte sur le fait que il ne faut pas cueillir des fleurs, aller atteindre, je ne sais pas exactement quel est le sujet. La préservation, c'est d'abord ne pas détruire, en fait. Voilà. Après, je ne sais pas s'il y a une autre question plus précise derrière. Mais effectivement, dans tout endroit, ça doit se faire en lien avec les populations locales parce qu'on ne peut pas, et c'est d'ailleurs une partie des craintes au sein de l'ICN des peuples autochtones, c'est qu'on ne peut pas, au nom de la préservation, couper totalement l'accès à la nature, qui est une partie pour des gens, un accès à la culture, aussi des questions de culte. Et par le droit, ça passe par les contrôles de planification aussi, hein. Tous les schémas d'aménagement, etc. Ben ça, c'est la partie juridique. Je ne sais pas si la personne a reprécisé ça. Non. Oui, c'est une question qui est assez large. Non, il n'y a pas eu de nouvelle précision. Alors, autre question. Est-ce que l'extraction de granulats marins en mer est également concernée dans le cadre de ces cibles biodiversité? Et si oui, par quelle mesure? Alors, pas de façon directe. Il y a tout un contentieux à travers d'elle. Voilà, mais aujourd'hui, on a d'autres, parce qu'on parlait des conventions des différentes COP. Oui. On a un regard, d'abord il y a les résolutions de l'ICN mais qui sont applicables que par bonne volonté des États, et ensuite on a demain ce qui s'ouvre, les négociations de la haute mer, parce qu'aujourd'hui chaque État détermine dans ses zones maritimes, mais au-delà, qu'est-ce qu'on fait? Le danger est plutôt là aujourd'hui. Toute cette zone blanche ou cette zone vide en absence de droit,
qui nécessitent d'être réglementés pour l'exploration, l'exploitation et puis au niveau plus supérieur, la pêche. Autrement dit, il y a un secours important du droit international. Il existe effectivement. Si on arrive au bout des négociations, oui, en tout cas, cet accord BBNJ, Mais enfin, c'est sur le tapis, en fait, c'est ça. C'est toujours très long et puis les négociations ont été ralenties par le Covid parce qu'on peut négocier que lorsqu'on se voit. On ne négocie pas par mail. Oui. Donc, pas de négociation pendant 2 ans, ça ralentit beaucoup d'avancées qu'on espérait plus rapides. Bah, je ne sais pas, il y a aussi tout il faudra regarder le contentieux qui s'est passé du côté de Treberben aussi. Moi, j'ai eu des problèmes d'extraction de granulats marins et autre chose dans la baie de Seine. Et intelligemment, parce qu'il y avait des études d'impact qui avaient été mal faites, et sur le problème des coquilles Saint-Jacques, et les marins pêcheurs, quand ils revenaient de pêche, ils mettaient des petites coquilles à l'endroit où il y avait l'exploitation. Ils ont fait une deuxième étude d'impact, et le projet a été refusé. Je dis ça au passage. Donc, autrement dit, c'est modulable quelquefois. Alors, une autre question. Pensez-vous que les farines à base d'insectes et la commercialisation dorénavant des insectes peuvent déséquilibrer la biodiversité et nécessiter une réglementation nouvelle pour éviter cela? C'est capital, ça c'est vous qui avez... Je dirais que, alors chacun a le droit d'avoir ses préférences alimentaires, mais changer de protéines, de choix de protéines est plutôt positif parce que dans les causes majeures de destruction de la biodiversité et de production de CO2, on a l'agriculture et la production et l'élevage, notamment en Amérique du Sud, en partie en Europe, en partie en Afrique, mais surtout en Amérique du Sud. Donc voilà, après il faut aimer les insectes. Oui, bah oui, pourquoi pas. Mais je ne suis pas sûre que ce soit ça qui déséquilibre la biodiversité. Non, mais enfin, il y a quand même la grosse lutte à faire sur les pesticides, quand même. Pesticides et puis changement de système alimentaire. Oui, c'est ça. Mais ça, ce sont des batailles qui sont complexes parce qu'on touche à la fois à l'approche culturelle, aux envies individuelles des gens et puis à des lobbies aussi. Le lobby agricole, la masse des importations, on touche à des échanges internationaux sur lesquels on n'est pas toujours exemplaire en Europe. Bien. D'accord. Qu'est-ce qui reste? Il reste encore 2 questions. Oula. Et ensuite, on peut s'arrêter là. Oui. Alors, comment on va évaluer les effets indirects dans le cas de la MED, des études dans les pays producteurs? Quel mécanisme de coopération existe-t-il au niveau international? Est-ce quelque chose qui est discuté dans la COP? Je ne sais pas si c'est discuté dans la COP, vous allez peut-être répondre. Mais ce que je peux vous dire, c'est sur des dossiers comme ça, les dispositions, les connaissances des faits est parfaitement établie. Quand il y a eu des enquêtes au niveau de l'Union européenne, il y a eu des missions d'information sur place, les documents sont disponibles. Et donc, par conséquent, on n'a pas de doute sur l'effet et sur l'environnement de tels prélèvements. Hein. C'est clair. Seulement, le problème, c'est le lien entre les deux. Parce qu'il y a un principe en droit administratif qui est très, très gênant, qui est le suivant, c'est le principe de spécialité des législations. Quand vous avez une entreprise allemande, par exemple, parce que c'est un contentieux aussi, dans le sud de la France, qui ramasse tous les bois, pratiquement, pour produire de l'énergie, la Cour administrative d'appel vous répond « Ah oui, mais c'est vraiment très dommage qu'ils fassent de la déforestation. Oui, mais seulement, là, c'est les installations classées pour l'environnement, puis là, c'est le droit de la forêt, c'est de législation spéciale. » Quand vous voyez les choses de ce genre-là, on rêve, quoi. C'est un vrai sujet. Que c'est le principe des spécialités de législation est à mettre par terre. On l'a vu dans l'affaire des pesticides, avec le pouvoir des maires, etc. On disait, vous avez le pouvoir de police générale, pas de pouvoir de police spéciale. Là, il y a une division de l'aspect du droit par rapport à la réalité qui est complètement condamnable en droit de l'environnement. Je ne sais pas si vous partagez cette opinion, mais ça me paraît assez évident. Alors, encore d'autres questions? Oui, je passe ce soir. Voilà. Très bien, très bien. Après, on pourrait demander éventuellement aux personnes qui nous écoutent de nous adresser par mail les questions et on leur répondra. Voilà, donc je vais en sélectionner une dernière. Que pensez-vous de l'accident de train reporté par les réseaux sociaux aux États-Unis qui serait intervenu ces derniers jours, sous réserve de confirmation, et la pollution en conséquence avec les dégâts sur la
biodiversité si c'est confirmé. Bah, si vous voulez, tout ça, c'est les États-Unis, ils ont une législation spéciale. Ils ont une prise en considération de la nature aussi qui n'est pas négative. Il y a toute la doctrine des trusts, etc. Il y a tout ce qu'il faut. Ils étaient en anticipation un peu moins que la France. C'est pour ça que le siège était à fond à Fontainebleau et pas aux États-Unis avec la création de Yellowstone. Mais on a quand même une prise en compte de longue date de la question de la préservation aux États-Unis. Bah, si vous voulez, la question de la prise en compte du dommage écologique s'est considérablement développée, non pas seulement au niveau national, parce que c'est quand même la France qui a commencé dans différentes affaires que vous connaissez, et l'Europe, mais au niveau international, la Cour internationale de justice, d'ailleurs, si on regarde, parce que le droit de l'environnement, c'est droit international, droit européen, droit interne, hein, ça marche ensemble. Vous avez quand même un sacré développement sur le sujet. Hein. Moi, je suis en train de travailler avec une étudiante qui est ukrainienne sur un mémoire sur les dommages écologiques en Ukraine. Je vais vous dire que ça se coud. Parce qu'il n'y a pas seulement les dommages de destruction, pas de dommages à l'agriculture, mais tout ce qui se passe à l'extérieur. On a voté au sein de l'ICN international une mission post-guerre, post-conflit pour rétablir la nature et votre étudiante sera la bienvenue parce qu'on a une task force européenne pour justement évaluer les dommages post-conflit, parfois post-catastrophe naturelle. Pour pouvoir, il y a eu une grosse opération qui a été faite après la guerre de, comment ça s'appelle, enfin de l'Irak sur un état pétrolier juste à côté. Parce que Saddam Hussein a mis, comment? Oui, c'est correct, merci. Il a mis le feu au puits de pétrole et retrouvé des traces d'hydrocarbures jusqu'en l'Himalaya. Et donc, il y a toute une mission qui a été faite par les Américains, à laquelle j'ai participé, dans laquelle ils voulaient demander, mais ils ont réglé leurs problèmes autrement, par une deuxième guerre. Mais la dimension, alors, aux États-Unis, probablement, c'est local, c'est localisé. Mais la question du dommage écologique global est une question extrêmement importante. Ce que ça veut dire, quelque chose de très simple, c'est que les États qui ne sont pas partis au conflit, qui sont voisins et qui même peuvent être très éloignés, ont leur mot à dire au niveau de l'environnement, pas seulement au niveau des valeurs de la paix, etc. Mais il est assez certain que la guerre faite par les Russes en Ukraine est un grave handicap pour la politique climatique hein, et la protection de la biodiversité en même temps. Voilà. Bon. Le mot de la fin, je vous laisse. Le mot de la fin, c'est... Voilà. Ça s'écrit comment? F-A-I-M ou F-I-N? Les deux. En tout cas, moi, je voulais vous remercier. Ça a vraiment été un plaisir, un honneur de venir au sein de votre cabinet pour échanger sur ces dossiers. Et puis, si vous me permettez, je voudrais faire un appel parce qu'on a sans doute derrière la caméra des juristes, des étudiants peut-être en droit. Nous, on a besoin de 2 pieds pour avancer, les scientifiques et les juristes. Et aujourd'hui, on accueille au sein de l'UICN à la fois le comité français que je préside, mais également l'UICN international où je siège, des experts internationaux qui peuvent candidater, participer à nos travaux. On rend des rapports conjoints basés à la fois sur la science et sur le droit, et on fait des prescriptions. Donc, si vous avez envie, dans le cadre de votre activité pro bono, de consacrer quelques heures, je pense que les organisations seraient d'abord ravis de travailler avec vous, les ONG, et vous pouvez devenir expert international de l'ICN, comme on a des experts français. Et alors là, je n'ai pas un critère parce que on pense aujourd'hui, enfin, on sait en tout cas du comité français qu'un jeune qui vient de finir sa thèse de doctorat ou qui est doctorant parfois maîtrise mieux le sujet dont il est l'expert que parfois quelqu'un qui peut avoir une activité professionnelle depuis de plus longues années parce qu'il est au dernier fait des travaux de droit. Donc voilà, si vous avez envie, je pense qu'on a besoin d'experts parce que si on veut changer demain les choses et pas faire des constats tristes et désespérés dans moins de 10 ans, il faut pouvoir agir maintenant. Écoutez, on ne peut que relayer ce que vous avez dit. Est-ce que concrètement, vous pouvez donner une adresse où on peut vous joindre? Ah ben voilà, Maud, maud.lelièvre, comme l'animal, c'est facile, @uicn.fr et je transmettrai les informations pour les gens qui souhaitent candidater et devenir experts. Si ça revient ici, on vous transmettra. Bien sûr, avec plaisir. Mais évidemment. Je crois qu'on va avoir des relations plus rapides qu'on les a eues auparavant. C'est extrêmement important. Moi, j'ai toujours besoin de personnes qui sont spécialisées, qui sont engagées sur ces questions-là.
parce qu'on ne sait pas grand-chose. Moi, à titre personnel, j'essaie de me perfectionner. Voilà, bah, écoutez, merci pour Merci à vous. ce binôme, et c'est pas fini.